Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, il faut qu'on se parle des effets à long terme de la Loi 2. Parce que dans plusieurs régions du Québec, la situation elle est absolument catastrophique en ce moment. Certains endroits, c'est par dizaines de milliers que les patients perdent leur médecin. En voici un, et je cite son courriel au premier ministre. « Je viens d'être informé que mon médecin de famille part en Ontario. J'ai 76 ans, avec des problèmes d'arthrite, de pression sanguine, de cholestérol, de prostate, de sténose spinale, et vous êtes en train de me causer du stress pour mon état de santé pendant mes vieux jours. » Depuis le 15 octobre, Madame la Présidente, ils sont 37 000 juste dans la région de l'Outaouais. 37 000 à avoir perdu leur médecin. Et aujourd'hui, dans le droit, on apprend qu'on pourrait facilement, dans cette région-là, se rendre à 86 000 patients. 86 000 patients dans une région qui représente 4 du Québec, c'est comme si 2 millions de Québécois perdaient leur médecin de famille. Pensez à ça 2 secondes, là. Ça, c'est l'ampleur de ce qui se passe dans ma région. Madame la Présidente, il y a une crise partout au Québec. En ce moment, les gens perdent leur médecin de famille. Mais ce qui se passe en Outaouais, là, c'est un débâcle. Les gens ne savent pas comment ils vont avoir accès au réseau de la santé. Comment le gouvernement de la CAQ peut-il réellement penser qu'il est en train d'aider la situation en ce moment? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, un peu comme j'ai répondu la semaine dernière, je veux revenir sur quelques points. On a pris une décision il y a plusieurs mois, dans les engagements qu'on avait pris, que le statu quo n'était pas acceptable et qu'il fallait notamment changer la méthode de rémunération des médecins. Puis la principale raison pour laquelle on fait, c'est être capable notamment d'aller vers une prise en charge collective. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame la Présidente? C'est d'être capable, dans un GMF, de s'assurer que les médecins se mettent ensemble pour être capables de prendre plus de patients parce qu'ils le font ensemble. Et ça, Madame la Présidente, là, c'est un changement qui est en train d'être discuté aux tables de négociation par ma collègue ici. Et je l'ai dit souvent, Madame la Présidente, c'est un changement très important. Et on a dit aux médecins, prenez soin d'avoir la bonne information avant de prendre votre décision. Je sais que la rémunération des médecins, c'est un sujet très complexe, mais nous avons fait un engagement que nous allions changer le mode de rémunération pour être capable de prendre plusieurs personnes en charge, et c'est ce que nous faisons présentement, Madame la Présidente. Alors, je vais continuer à la prochaine question. Première complémentaire. Oui, ça, c'est la ligne que répète le ministre de la Santé depuis des semaines. Mais la présidente du Conseil du Trésor, elle dit « On s'est donné 60 jours pour négocier, faites-vous-en pas. » Mais ce qu'il ne semble pas comprendre au gouvernement, c'est qu'à chaque jour, depuis qu'il passe sa loi, à chaque jour, il y a des gens qui perdent leur médecin de famille. Les patients, là, ils savent très bien que ça ne va pas être facile de retrouver un médecin, qui vont passer des années sur les listes d'attente. Ils savent très bien que c'est eux qui vont payer pour l'excès du gouvernement. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Encore une fois, je pense que la meilleure nouvelle à travers les nouvelles que j'entends, c'est de savoir que, entre autres, la Fédération des médecins de famille a pris la bonne décision, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, de revenir aux tables de négociation. Madame la Présidente, je ne trouve pas que c'est drôle. Au contraire, je pense que ça fait longtemps qu'on attendait que la Fédération vienne en discuter. Je l'ai expliqué ici souvent durant les derniers mois que malheureusement, ça a pris du temps avant qu'ils prennent la décision de revenir pour avoir une vraie discussion aux tables. C'est ça qui est en train d'arriver. Malheureusement, et c'est ce que j'ai dit souvent aux médecins, faites attention de prendre une décision sur de l'information qui n'est pas inexacte. Alors, Madame la Présidente, j'espère que les négociations... Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, n'oublions pas les étudiants en médecine dans cette crise. Dans mon comté, à l'Université de Montréal, l'Association étudiante a mené un sondage la semaine dernière. Sur 620 répondants, 499 affirment qu'ils envisagent de quitter le Québec pour leur pratique future. Ça, là, c'est 80 Madame la Présidente. Avant les impacts délétères de la Loi 2, 95 des étudiants se voyaient pratiquer au Québec pour toute leur carrière. Le ministre de la Santé doit admettre que sa Loi 2 est un échec. Est-ce qu'il va la suspendre, Madame la Présidente? La réponse du ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, il y a plusieurs sous-points de la part de la députée.
Premièrement, je veux qu'on comprenne bien que la loi spéciale, la loi 2 à ce moment-là, elle a été faite pour une des raisons, c'était de permettre aux étudiants de continuer d'avoir l'éducation qui avait été suspendue par la Fédération des médecins spécialistes. C'est nous qui avons pris la décision que le moyen de pression qui était pris par les médecins spécialistes, Madame la Présidente, n'était pas acceptable. Il y avait déjà plus qu'un mois que les médecins avaient arrêté la formation, puis on trouvait que c'était inacceptable. Alors, ça, il faut se rappeler que la loi spéciale, elle a été passée pour une de ces raisons-là. Il y avait l'urgence de la situation. Deuxièmement, Madame la Présidente, j'en reviendrai. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, dans les 4 facultés de médecine du Québec, les étudiants en médecine, ce sont ceux qui vont nous soigner pour les 30, 40 prochaines années. Ils sont découragés, ils sont inquiets. Je les ai rencontrés, j'ai passé 1h30 avec les étudiants à l'Université de Montréal. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ils me demandent, mais pourquoi le gouvernement n'écoute-t-il pas les experts dans ce dossier? Pourquoi la CAQ veut-elle museler les médecins? Et ce que j'ai entendu de plus dérangeant, c'est qu'ils m'ont dit, on a une perte de sens. Madame la Présidente, c'est notre relève La qui est affectée. réponse du ministre. Mon deuxième point, Madame la Présidente, puis je pense que c'est important de le rappeler, depuis que notre gouvernement est au pouvoir, depuis maintenant un peu plus de 7 ans, savez-vous ce qu'on a fait au niveau de la formation des médecins? On a fait passer la formation des médecins de 800 médecins par année à presque 1200. Ça veut dire 400 médecins de plus à chaque année qui sont formés. Et de ces 400 médecins-là, cette année, c'est la première année que nous atteignons le plateau des résidents qui sont de l'ordre de presque 550 médecins de famille. Madame la Présidente, 550 médecins de famille qui vont entrer en résidence cette année. C'est ça l'engagement du gouvernement. Alors, nous avons plusieurs gestes que nous posons. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Madame la Présidente, nous avons appris ce midi de TVA Nouvelles, Alain Laforêt, la situation suivante. La docteure Sophie Ruffet, chef du GMF de l'Assomption, a écrit hier à son député, le député de l'Assomption, qui se trouve être le premier ministre du Québec. Le GMF de l'Assomption dessert depuis de nombreuses années la population de l'Assomption, Épiphanie et Saint-Sulpice. Le seul GMF du territoire, 22 000 patients inscrits. C'est avec regret, je cite la lettre, que les 15 médecins de la clinique ont dû se réunir d'urgence le 8 décembre afin d'évaluer la viabilité du GMF à l'intérieur des balises de la loi 2. Le constat est sans appel et tout comme de nombreux autres GMF partout au Québec, il nous est impossible d'offrir des soins à la population avec les montants imposés. Ils vont fermer le 1er avril prochain. Alors, le ministre de la Santé, il répond quoi aux citoyens du député de l'Assomption qui se trouve être le premier ministre par rapport au mauvais projet de loi? La réponse du ministre de la Santé. Alors, encore une fois, Madame la Présidente, comme j'ai expliqué plusieurs fois au cours des dernières semaines, il ne faut pas mêler deux choses. De mêler la loi 2, qui s'occupe de la rémunération des médecins, et le programme normé des GMF. Ce sont deux choses complètement séparées. Ici, on parle d'un programme normé de GMF qui a été bonifié depuis le 1er avril 2025, donc qui est en cours en ce moment, et qui va être encore plus bonifié pour l'année qui va commencer le 1er avril 2026. Nous avons proposé à la Fédération des médecins des bonifications pour discuter avec eux, ce qui n'a pas été possible de faire pendant la négociation. La FMOQ n'a pas voulu discuter du système de bonification du programme normé. Alors, Madame la Présidente, j'espère que dans les négociations qui ont lieu en ce moment, le programme normé pour les GMF, qui doit entrer en fonction le 1er avril 2026, pourrait être acceptable à la Fédération pour être certain que ceux qui ont des doutes envers le commitment, envers l'engagement du gouvernement pour les GMF, pourront avoir réponse à leurs questions grâce à la FMOQ. Première complémentaire. Il n'y a plus personne aujourd'hui au Québec qui a des doutes de l'engagement du gouvernement par rapport au GMF. C'est un désengagement. Et le ministre vient de dire le contraire de ce qu'il m'a affirmé à une des questions que je lui posais il y a 3 semaines, quand il avait reconnu, puis c'est l'évidence même, qu'il y a un lien entre la loi 2 et le financement des GMF. Voyons donc, les médecins de famille vont perdre 15 % de leur rémunération le 1er janvier. Ce sont elles et eux qui payent les frais des GMF,
qui signent les baux, qui tiennent ça à bout de bras. Ils font peu ou pas de profit. Le ministre se lève sans rire, il n'y a pas de lien. Bien, voyons donc. La réponse du ministre. Bon, Madame la Présidente, on va continuer à préciser les choses. Premièrement, durant les discussions qui ont eu lieu, soit pendant la période de médiation, pendant les négociations qui ont lieu, le gouvernement a fait un engagement très clair. En plus du programme dont je parle, le programme normé pour les GMF, nous nous sommes engagés à mettre 100 millions de plus par année au cours des 2 prochaines années pour bonifier de façon monétaire le programme des GMF. Ça, c'est un engagement que nous avons pris envers les propriétaires de GMF. Ce n'est pas un désengagement, comme le dit le député de La Fontaine. Au contraire, Madame la Présidente, on s'est engagé à bonifier le programme. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, en tout respect, le ministre est complètement déconnecté. Puis savez-vous pourquoi il est déconnecté? Parce que le premier ministre député de l'Assomption a réservé le même traitement au GMF l'Assomption que lui-même député dans son comté a réservé au trait d'union d'Elson. Il a refusé de les rencontrer. On lit dans la lettre de la chef du GMF l'Assomption, je la cite, « Nous vous avions invité à venir constater la réalité de nos patients, vos concitoyens, sur les effets concrets de la loi 2. Vous n'avez même pas donné suite. » C'est ça, un gouvernement déconnecté. La réponse du ministre. Bien, encore une fois, Madame la Présidente, je vais passer par-dessus les termes qu'utilise le député de La Fontaine, mais je vais vous dire une chose. Merci, Madame la Présidente. Au cours des dernières semaines, derniers mois, j'ai rencontré plusieurs médecins. Je suis allé visiter moi-même plusieurs GMF pour bien comprendre les enjeux et être capable de faire la différence entre ce qu'on demandait par la loi 2 et ce qu'on demandait par le nouveau programme normé. Les gens comprennent, on a même mis le système Votre Santé en place, un nouveau système qui va aider justement les propriétaires de GMF à faire les choses différemment. Madame la Présidente, on agit, on fait les choses comme il faut et on veut améliorer les GMF. C'est notre programme. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Madame la Présidente, la semaine dernière, Thomas Gerbet nous apprenait que la ministre de l'Énergie refuse de dévoiler les mégawatts qui restaient, les mégawatts octroyés par son propre ministère. Aujourd'hui, Thomas Gerbet nous informe que Hydro-Québec était sur le point de passer un plan de délestage. Ça veut dire qu'il n'y a pas une alerte de défaillance de puissance, mais il y avait 2 alertes de défaillance. Madame la Présidente, la question qui se pose à partir de maintenant, depuis que la ministre est devenue ministre de l'Énergie, combien de mégawatts a-t-elle annoncé? On sait très bien, avant son départ, M. Fitzgibbon, qui était très transparent, disait sur la place publique qu'il restait 500 mégawatts. Maintenant, avec ce qu'on voit, est-ce que la ministre peut déclarer aux Québécois combien de mégawatts restent pour les industriels et les futurs projets? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je veux rassurer les Québécois. Le Québec ne manquera pas d'énergie. Les Québécois ne manqueront pas d'énergie. On a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des Québécois. Alors, il ne faut pas s'alarmer. C'est sûr que les grands froids, en fait, sont arrivés tôt cette année dans la saison. Et ça a mis une pression sur les équipements d'Hydro-Québec, mais n'en demeure pas moins qu'on a tout ce dont on dispose pour répondre aux besoins des Québécois. Mais c'est néanmoins le reflet d'un enjeu qu'on a mis de l'avant au cours de la commission parlementaire qui nous a menés à l'adoption du projet de loi 69. Où étaient les libéraux quand est venu le temps d'adopter un projet de loi pour permettre de rehausser la production énergétique, pour permettre à Hydro-Québec d'accélérer ses projets énergétiques? Où étaient les libéraux? Dans le camp des opposants. Alors, c'était le moment, à ce moment-là, de se prononcer pour faire en sorte d'améliorer la situation au cours des prochaines années. On sait que la transition énergétique génère une très grande demande, un rehaussement de la demande, et c'est important qu'Hydro-Québec puisse être à même de répondre toute la marge de manœuvre requise aux besoins. Première complémentaire. Madame la Présidente, le député de Marquette a raison. Combien? Et pour aider Madame la Ministre, à partir d'aujourd'hui, tout au long de la semaine, je l'invite à ramener avec elle calculatrice. Ça va être très simple. TES Canada, 150 mégawatts.
Aluminerie Alouette, 50. Anigo-Aigle, 50. Hitachi, 2 projets, 20. Madame la Présidente, la ministre a annoncé, en même pas 2 ans, plus de 250 mégawatts. Est-ce qu'elle peut le confirmer? Réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, mais le député, malheureusement, ne semble pas avoir retenu ma réponse de la semaine dernière sur ce sujet. On le sait, c'est une donnée confidentielle que le nombre de mégawatts qui est octroyé aux entreprises. Par conséquent, lorsqu'on n'a pas l'autorisation de l'entreprise qui reçoit les mégawatts pour le divulguer publiquement, on ne le fait pas parce que ça révèle des secrets commerciaux, des secrets industriels. Il y a beaucoup d'avocats du côté des libéraux, il y en a une de moins, mais tout de même, je pense que les libéraux sont d'avis qu'il est important de respecter nos contrats. Et c'est ce que nous faisons en ne révélant pas le nombre de mégawatts qui sont octroyés à des entreprises parce que ça peut révéler des données commerciales ou industrielles. Chut, ça parle fort, là. Le député Nelligan, en deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ça ne tient pas la route. Est-ce qu'il est en train de nous dire que M. Fitzgibbon n'était pas honnête, n'était pas transparent? Il dévoilait les listes. 2023, il a dévoilé. 2024, il a dévoilé la liste des entreprises. Je répète ma question, Madame la Présidente. Est-ce que Madame la Ministre peut s'engager aujourd'hui à dévoiler les listes à qui il a octroyé les mégawatts? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, je rappelle l'importance, en fait, de mettre de l'avant une stratégie qu'ont refusé de mettre de l'avant les libéraux pour faire en sorte de rehausser la production énergétique. C'est d'autant plus important que ça rapporte aux Québécois qu'on est engagé à l'échelle de la planète dans une transition énergétique qui fait en sorte qu'on doit décarboner, et c'est exactement ce que fait notre énergie. Elle permet de décarboner l'économie. Alors, non seulement on décarbone, on s'engage dans la transition, mais en plus, on crée des emplois bien rémunérés pour les Québécois et on rapporte des revenus pour le gouvernement du Québec pour financer des programmes gouvernementaux. Alors, on a la recette idéale. Malheureusement, les libéraux n'ont pas voulu l'utiliser, cette recette-là, non plus que les autres partis d'opposition d'ailleurs, mais nous, c'est ce dans quoi on est engagé. En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Madame la Présidente, selon le Devoir, environ 80 000 personnes ont déposé une déclaration d'intérêt actif dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le nouveau programme du ministre. Pourtant, ce programme-là n'est pas un gage de prévisibilité. Le PEC, à l'époque, lui, était prévisible. Et, malgré ce qu'a fait le ministre, on ne change pas les règles du jeu sans prévenir en troisième période. Il est temps de corriger et d'adopter une clause de droit acquis. J'invite le ministre à le faire. Cependant, le ministre nous dit « Non, ne craignez pas. Il y a le PSTQ, mon nouveau programme. Je vais lancer des invitations. » Grosse annonce, parce qu'avec la dernière annonce, c'est 3 % des gens qui sont invités. Il y en a 97 % qui demeurent en attente. Les entreprises ne savent pas quand le ministre les appellera dans leur secteur. Sur les 97 %, il y en a combien qui se qualifiaient pour le PEC? C'est ce que les entreprises du Québec veulent savoir aujourd'hui, Madame la Présidente. La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Madame la Présidente. Alors, très content parce que la semaine dernière, on a fait notre première grande invitation dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Il y en aura d'autres en janvier, en février, en mars. Il y en aura toute l'année. Ça va être par dizaines de milliers qu'il y aura des invitations. Donc, par dizaines de milliers que des personnes recevront la bonne nouvelle. On va privilégier les gens qui habitent ici, qui travaillent ici, donc qui sont sur le territoire québécois. Évidemment, ils doivent maîtriser la langue. C'est une condition sine qua non. Si on ne maîtrise pas la langue, on ne reçoit pas d'invitation. Et aucun autre gouvernement avant nous avait pris cette posture nationaliste importante. On avait dit qu'on allait valoriser le secteur manufacturier. On avait dit qu'on allait privilégier les régions, parce que le gouvernement des régions, on est le gouvernement de l'économie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? 75 % des invitations faites la semaine dernière étaient à l'extérieur de Montréal et de Laval. 48 % des invitations étaient destinées à des diplômés du Québec. On avait dit, quand on a fermé les anciens programmes du PEC, qu'on allait valoriser nos diplômes, valoriser nos universités, nos cégeps. On fait exactement ce qu'on avait dit. Première complémentaire. Alors, quoi qu'en dise Monsieur le ministre, encore une fois, la CAQ largue des milliers de personnes qui sont venues étudier ici, qui sont venues travailler ici, qui se sont installées ici, qui
qui ont investi des milliers de dollars. Son programme, le PSTQ, n'apporte pas de prévisibilité. 3 là, dans son invitation. Puis dans une même catégorie, il y a des candidats qui ont un score inférieur, d'autres un score supérieur. Il y en a qui passent avant les autres. Bref, on n'y comprend rien. Où est la prévisibilité? Le ministre peut-il nous donner sa note de passage pour aider? La réponse du ministre. Madame la Présidente, le programme de sélection des travailleurs qualifiés nous permet de sélectionner des travailleurs qualifiés. Alors, le principe, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est admis, surtout pas dans la première ronde. On ne se gêne pas quand on sait que la capacité d'accueil est dépassée pour sélectionner les meilleures candidatures, celles et ceux qui parlent français, celles et ceux qui ont des emplois, celles et ceux qui ont un diplôme québécois, celles et ceux qui viennent travailler dans des secteurs fondamentaux importants, comme notamment la santé et l'éducation. Mon collègue est en désaccord avec ça parce que pour lui, la capacité d'accueil est infinie. On pourrait prendre 50 000, 100 000, 150 000 immigrants par année. Répondra aux Québécois. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Jeanne Mance-Vigée. Merci, Madame la Présidente. La CAQ réduit les seuils de travailleurs étrangers temporaires sans évaluer les impacts. Le gouvernement improvise et nuit directement au développement économique régional au point où certaines entreprises pourront fermer. Prenons l'exemple de l'entreprise Dodec dans la région du ministère responsable du développement économique régional et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus d'une trentaine d'employés viennent de l'étranger. La présidente Marie-Jeanne Bonneau nous dit clairement que les décisions de la CAQ vont nuire. Je cite, « Ce sont des métiers où il n'y a plus de Québécois disponibles. On n'a pas d'autre option. On avait réussi à avoir un certain... » La réponse du ministre. Madame la Présidente, la succursale du Parti libéral du Canada, justement, fidèles à eux-mêmes, ne voient pas que si des gens perdent leur permis en ce moment, c'est parce que le gouvernement fédéral refuse d'écouter la demande du gouvernement québécois et d'écouter la demande des entreprises qui disent « Arrêtez de nous arracher nos travailleurs étrangers temporaires dans le secteur manufacturier, notamment. Arrêtez avec votre limite de 10 % à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur des grands centres. On travaille pour nos manufacturiers, on travaille pour les régions. Qu'est-ce que font les gens de la succursale québécoise du Parti libéral du Canada? Bien, ils continuent de défendre la maison mère. Qui s'arrange avec ça? Terminant. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Depuis l'adoption du projet de loi 31 2024, des centaines de ménages locataires sont victimes de fausses reprises de logements. Les projets de loi prévoyaient, et je cite, qu'un propriétaire qui souhaitait évincer un locataire devra prouver qu'il agit de bonne foi et qu'il n'agit pas pour se débarrasser de son locataire, entre autres pour louer les loyers à une autre personne. Or, depuis le début de 2025, c'est 143 ménages seulement à Montréal qui ont perdu leur logement en raison d'une reprise. Et la moitié de ces reprises ont lieu dans ma circonscription à Parc Extension. On avait dit à l'ancienne ministre de l'Habitation de protéger les locataires de cette dérive en proposant tout simplement deux choses. Donner une compensation de 6 mois de loyer aux locataires qui subissent une reprise et imposer au TAL de faire le suivi durant 1 an après la reprise pour s'assurer qu'elle est bel et bien faite de bonne foi. La reprise est devenue la nouvelle façon d'expulser des locataires de façon frauduleuse. Est-ce que le gouvernement entend corriger cette injustice? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les articles qui ont été publiés dans les quotidiens au cours du week-end. Ce que le député de Laurier-Dorion omet de préciser dans sa question, c'est que ces cas-là ont été réglés, Madame la Présidente. Donc, tous les cas ont été réglés. Oui, il y a eu un peu de bataille, puis Madame la Présidente, on ne souhaite pas là, que les résidents aient à prendre des batailles avec leurs propriétaires. C'était des querulants, on va être clair là-dessus, Madame la Présidente. Or, la bonne nouvelle donc pour ces locataires-là, c'est qu'en bout de ligne, tout le monde a fait son travail. Le tribunal administratif du logement également a fait son travail. Donc, ces locataires-là ont pu, heureusement, avant Noël, pouvoir reprendre le loyer qui leur était affecté depuis de nombreuses années. Donc, je tiens à réassurer la population. Il y a d'autres mesures législatives, Madame la Présidente, sur lesquelles on travaille. On aura l'occasion, certainement, au retour de la période des fêtes, de pouvoir le présenter en détail aux députés de Laurier-Dorion.
Première complémentaire. Une fausse reprise dont on a trouvé un arrangement. Il y en a des centaines, voire des milliers qui passent sous le radar. Des peines de misère et après beaucoup de pression, l'ancienne ministre de l'Habitation a fermé la brèche des évictions abusives pour travaux majeurs. Or, la spéculation ne connaît pas de répit. Pour expulser des locataires et augmenter les loyers, il faut trouver de nouveaux stratagèmes. Ce sont les reprises maintenant pour supposément installer un parent qui ne s'installe jamais. La ministre devrait ouvrir ses oreilles pour entendre ce qui vient du terrain. Qu'est-ce qu'elle va faire pour corriger? La réponse de la ministre. J'ouvre mes oreilles, je lis les articles au complet, Madame la Présidente, dans la presse. Oui, c'est vrai qu'on a fait état d'un stress énorme pour les reprises, effectivement, du côté de Parc Extension. 2 familles, donc, des parents qui étaient évidemment profondément affectés là, par ce que les propriétaires menaçaient de faire, c'est-à-dire de les expulser. Les 3 autres locataires se sont tournés vers le tribunal administratif du logement, ont eu gain de cause. Important de souligner le travail du TAL, du tribunal administratif du logement. Donc, pour cette famille-là et pour plusieurs autres familles, le tribunal administratif du travail, Madame la Présidente, a fait le travail qui lui revient et les locataires peuvent demander. Deuxième complémentaire. Je réitère, Madame la Présidente, c'est 143 ménages à Montréal qui ont perdu leur logement. Ça, c'est dans l'article, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'arrivent pas au tribunal administratif du logement. Il y a une brèche dans la loi, ça consiste dans les reprises frauduleuses. Est-ce que la ministre reconnaît au moins qu'il y a un problème et qu'il faut la corriger ou elle se ferme les yeux? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je tiens à rappeler, à la lumière de l'article qui a été présenté dans la presse ce week-end, le dossier a été porté devant le tribunal administratif du logement. On a pu démontrer que son propriétaire avait déjà fait une reprise de logement de mauvaise foi par le passé dans un autre immeuble. Donc, c'est un querulent, Madame la Présidente. Nous, on a envoyé des avis très, très clairs au tribunal administratif du logement. Là. On invite d'ailleurs tous ceux qui sont victimes de malversations comme celle-là à contacter immédiatement le tribunal administratif du logement qui vont les accompagner avec diligence et avec respect, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Hochelaga-Maisonneuve. Ça sent la fin de régime, Madame la Présidente. Le projet de loi 3 sur les cotisations syndicales avait mal démarré quand j'avais coulé son contenu il y a quelques semaines. Et demain, le ministre va présenter devant le Conseil des ministres des amendements pour avoir le feu vert. Or, hier, j'ai mis la main sur les amendements, Madame la Présidente, avant même que les ministres ne les voient. J'étais assez déçu du maigre contenu de la petite poignée d'amendements que le ministre nous a préparés. Il bouge sur les seuils pour obliger les états financiers vérifiés, maudite chance. Ensuite, sur les formules de vote qui devaient s'étaler sur 24 heures, désormais, ce sera sur 12 heures, la belle affaire. Fait que pour remplacer Léonie, la professeure déléguée syndicale de l'école primaire du coin, le ministre impose une période de vote de 12 heures, même s'il y a juste une seule personne qui lève la main pour lui succéder. Bizarre. Mais pourquoi le ministre du Travail échappe autant de dossiers? Parce qu'il n'écoute pas. Il n'y a aucun amendement sur les cotisations facultatives. Pourtant, ses propres analystes du ministère disaient que ces cotisations facultatives représentaient un niveau de complexité élevé qui ne s'arrime pas avec la jurisprudence en vigueur ainsi qu'avec les chartes. Pourquoi le ministre fonce la tête baissée dans le mur? La réponse du ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Il le sait, mon collègue d'Hochelaga-Maisonneuve, on est constamment à l'écoute. On travaille avec les partis. C'est un projet de loi qui m'apparaît fondamental, qui s'intéresse à la transparence syndicale. On sait à quel point c'est important. Je le répète, une Formule 1 au Québec qui donne un privilège important aux syndicats, qui oblige les employeurs de retenir à la source les cotisations déterminées par ces syndicats et de leur remettre. Je pense que ça impose une obligation de réciprocité et d'informer les travailleurs de l'utilisation de ces cotisations-là. En gouvernance, il y a aussi la même dynamique. Il faut que les votes soient tenus dans un contexte qui favorise la plus grande participation possible des travailleurs. En ce qui concerne la démocratie, c'est important que les travailleurs puissent s'exprimer et influencer la façon dont les cotisations sont utilisées, et ça passe par des cotisations de nature facultative. Et c'est un vote collectif. Les amendements dont le collègue a obtenu copie ne m'apparaissent pas fondés. Ils seront déposés en temps opportun. On commence l'étude détaillée demain et on va travailler en collaboration. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Le projet de loi 3 qui coule en septembre, le projet de loi sur les décrets de convention collective qui coule en novembre, et là, les amendements qui coulent en décembre.
Dans tous les documents, Mme la Présidente, les fonctionnaires lèvent des drapeaux rouges. Faites pas ça, c'est probablement illégal. Ça ne respecte pas la Charte québécoise. Ça ne respecte pas nos engagements internationaux sur la liberté syndicale. La machine gouvernementale parle, Mme la Présidente. Elle dit la même chose que le Barreau du Québec. Elle dit la même chose que la Commission des droits de la personne. Le ministre va-t-il se ressaisir, scinder son projet de loi et qu'on parle enfin des priorités des Québécois? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. On est élus pour répondre à des besoins. La loi 14 à laquelle le barreau faisait référence vise à trouver un bon équilibre entre l'exercice d'un droit de grève qui est reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle et le respect des droits parfois fondamentaux de la population. Je pense qu'on a atteint cet équilibre-là et je suis convaincu que la jurisprudence va considérer que les enseignements de la Cour suprême du Canada sont respectés. Le projet de loi 3, je le réitère, c'est fait pour les travailleurs qui sont obligés de payer des cotisations et qui ont le droit de savoir, de s'exprimer et de connaître l'utilisation qu'on en fait. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. En plus des 3 documents coulés, j'ai même appris, Mme la Présidente, que le ministre prépare un autre projet de loi anti-travailleurs, cette fois-ci pour désyndiquer des peintres, des jointeurs et d'autres métiers dits de finition dans la construction. Il s'est fait dire par les patrons que c'est à cause de ça que les maisons coûtent trop cher. Fait que solution simple, on désyndique le monde pour qu'il gagne moins cher. Madame la Présidente, était rendue une drôle de place dans la vie quand pour baisser le prix des maisons, tu baisses les conditions de travail des gens qui les bâtissent. Puis pendant ce temps-là, Madame la Présidente, la CAQ maintient le salaire minimum à 16,10 $. Pourquoi le ministre veut appauvrir les travailleurs et travailleuses du Québec? La réponse du ministre. Madame la Présidente, mon collègue bénéficie tellement de fuites qu'il est même en avance sur moi, sur la connaissance que j'ai de nos dossiers. Donc, la prochaine fois, si vous me permettez, je lui poserai des questions. Si c'est possible, Madame la Présidente. Donc, il n'est pas question de désyndiquer. Puis le salaire minimum, pour conclure, c'est encore une quête d'équilibre entre la capacité de payer des PME et le respect de la capacité des travailleurs à bas revenus de joindre les deux bouts. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, aujourd'hui même, en fait, c'est le 2e anniversaire de l'adoption sous bâillon de la loi 15 qui promettait un système de santé plus humain, plus performant et décentralisé. Mais surtout, le ministre promettait une petite équipe agile et je le cite en commission parlementaire le 31 mai 2023, c'est la nouvelle petite cellule de 5-6 gestionnaires, incluant le président et chef de la direction, qui vont coordonner toutes les activités des 35 PDG des CIS et des CIUS. À cela devaient s'ajouter 250 à 300 employés transférés du ministère, toujours selon le ministre. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'ils sont rendus 1015 employés à Santé Québec, dont 383 cadres. Parmi ces derniers, il y en a 221 nouveaux cadres qui ne proviennent pas du ministère. C'est une augmentation de 3600 % par rapport à ce qu'il avait promis. En gros, là, on voulait passer de 7 organigrammes à 7 organigrammes. Est-ce que le ministre La réponse réalise? du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis tellement content d'avoir cette question-là pour être capable de rétablir encore une fois les faits. Rétablissons les faits. Quand on parlait d'une petite équipe de direction, c'est toujours la même chose. C'est le nombre de personnes qui se rapportent à la présidente, ici dans notre cas, de la direction. Donc, c'est toujours la même chose. Ce sont les vice-présidents. Ça, c'est l'équipe de direction. Quand on parle maintenant du siège social, le siège social, là, il y a beaucoup de gens qui ont été transférés du ministère, qui avaient des fonctions qui étaient vues aux opérations, qu'on a décidé de mettre dans Santé Québec. Puis là, on parle des équipes qui sont, par exemple, en informatique, en gestion des infrastructures. Alors, c'est des gens qu'on n'a pas inventés, c'est des gens qu'on a transférés du ministère où étaient ensemble les opérations, les orientations, et on les a mis au siège social de Santé Québec. Maintenant, ce qui est important de souvenir, et ça, le député omet de le dire, il y a plus de 12 000 cadres à l'intérieur des 36 établissements de Santé Québec. Et c'est là-dessus que Santé Québec, depuis un an, depuis qu'ils ont pris connaissance de l'ampleur du réseau, qui travaille à diminuer ce nombre de personnes-là, et c'est là-dessus qu'on devrait revenir.
Première complémentaire. Madame la Présidente, les chiffres sont têtus. Voici l'organigramme qu'il nous présentait, qui est encore disponible sur le site de la CAQ, et maintenant l'organigramme qui tient sur 10 pages. On voyait déjà là, une tendance à l'embonpoint chez Santé Québec dès mars dernier. Et le ministre a dit on va baisser ça, le nombre de cadres, de 20 %. Résultat, on a augmenté de 40 % le nombre de cadres en 8 mois. Est-ce que le ministre réalise que sa créature, là, c'est devenu un Frankenstein incontrôlable? La réponse. Présidente, je vais continuer parce que je veux juste être sûr que le député comprenne bien. Là. J'ai dit qu'il y avait un an 12 600 cadres à Santé Québec dans les 36 établissements pour 355 000 employés. 12 600 cadres sur 350 000. L'engagement que Santé Québec a pris, c'est de dire, est-ce qu'on a trop de cadres? Dans l'ensemble, la réponse, c'est oui. Il faut être capable maintenant de regarder chacun des CIS et des CIUS et de dire, est-ce qu'on a besoin de communication partout? Est-ce qu'on a besoin d'informatique partout? Etc., etc. Et c'est là que la gestion de l'administration est en train de se faire. Le chiffre qui est visé, c'est moins de 4,66 %. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député de Jean Talon. Le gouvernement de la CAQ s'est présenté aux élections 2018 en disant on va couper 5 000 fonctionnaires, il en a embauché 12 000. Et là, aujourd'hui, d'une main, il refait encore la même promesse, je vais en couper 5 000, mais ce qu'on apprend, c'est que Santé Québec, de l'autre main, augmente de 40 % les embauches de cadres aux salariés. Encore le gouvernement de la CAQ qui dit une chose et qui fait son contraire. Moi, j'aimerais savoir de la présidente du Conseil du Trésor aujourd'hui qu'elle nous dise ce qu'elle pense de ce qui se passe à Santé Québec. Puis est-ce que c'est ça sa vision de l'efficacité de l'État en beau? La réponse du ministre de la Santé. Comme on travaille main dans la main sur plusieurs dossiers, Madame la Présidente, je vais commencer, puis ça sera ma collègue de voir qu'elle peut continuer. Premièrement, j'allais vous dire qu'à travers les 12 000... Ça va, Madame la Présidente? Oui. Bon. 12 600 cadres, l'objectif, c'est de réduire. On a déjà 200 à l'intérieur du réseau qui sont partis. 200. Madame la Présidente, le chiffre qu'on vise, c'est moins de 4,66 % de personnes administratives. Santé Québec est déjà rendu en bas de cette cible-là, à 4,5 %. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre que ces cadres-là, ce sont des gens que nous avons mis dans chacune des installations, comme les CHSLD, pour ne pas revenir à ce qu'on a vu. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, ça va faire 2 ans que la CAQ a imposé sous bâillon son projet de loi 15 et manifestement, tout va bien. Tout va bien. Plus de bureaucratie, plus de cadres, plus de chicanes et évidemment moins de services, un réseau instable et surtout des patients anxieux et plus à risque que jamais de perdre leur médecin avec le bâillon de la loi 2. Mais rassurez-vous, Madame la Présidente, rassurez-vous. On apprend que le nombre de cadres a bondi de près de 40 % en un an chez Santé Québec. 40 % plus de Top Gun, ça va bien aller, surtout quand on lit les journaux. La loi 2 va créer des déserts médicaux, disent les coopératives de santé. L'accès en soins de santé des femmes sera réduit, alerte des associations. La loi 2, clinique de périnalité en réel danger. Les aînés laissés pour compte face à la loi. Des médecins en dépendance inquiètes pour leurs patients. Et puis, convaincu, Madame la Présidente, c'est super, hein? Vraiment super. Comme le disait la CAQ en 2022, continuons. La réponse du ministre de la Santé. Alors, je vais finir ma réponse de tout à l'heure parce que je comprends bien, peut-être que les oppositions se sont parlé. Alors, il y a une réponse complémentaire ici. Ce que j'allais dire, Madame la Présidente, c'est que Santé Québec suit le programme du gouvernement et d'être capable d'avoir moins de personnes dans l'administratif et plus de personnes qui font du soin. Et une des choses qu'on a demandé à Santé Québec de bien suivre, c'est le programme qui a été mis en place par le Trésor pour empêcher d'avoir de nouveaux engagements, de nouvelles personnes. Et ça, justement, ça permet de réduire, entre autres, le nombre de cadres, en autant qu'ils ne soient pas liés, par exemple, au service. Pour l'exemple, j'ai parlé des CHSLD. Mais j'aimerais aussi rappeler, Madame la Présidente, que les cadres dont on parle, qui sont au siège social de Santé Québec, c'est eux qui sont en train de diriger l'équipe informatique. C'est eux qui sont en train de regarder comment nos IPS maintenant sont mieux répartis à l'intérieur de tout le réseau. Alors, les personnes qui le font au siège social, ces besoins-là ne sont plus
besoin dans les cadres à l'intérieur de nos 36 établissements. C'est comme ça qu'on va réussir à faire une différence. Il faut avoir cette vision-là, qu'on travaille pour l'ensemble du réseau. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça va tellement bien que j'ai manqué de temps pour faire le tour des manchettes. Fait que moi aussi, je vais continuer. Il faut casser l'hémorragie. Au moins 40 cliniques médicales menacées de fermeture. Je continue les unes. Les CHSLD pourraient perdre des dizaines de médecins. Loi 2, fermeture d'une clinique pour enfants à la salle. Loi 2, le GMF de Louisville risque de fermer en 2026. Loi 2, des médecins quittent le navire pour de bon. Madame la Présidente, vraiment, là, c'est ça le planning, c'est ça la solution. Continuons. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je trouve que la loi 2 a le dos large. Là. Quand j'entends ces commentaires-là, Madame la Présidente, là, on est en train de discuter si Santé Québec fait un bon travail de questionner tout le personnel administratif d'un réseau de 350 000 personnes. Je vous dis que les meilleures pratiques, d'avoir 12 600 cadres sur 350 000 personnes, c'est déjà dans les bonnes pratiques. On est déjà en dessous du seuil de 4,5 % que j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui, c'est ça qu'ils font en ce moment. Mais de faire le lien avec la loi 2 dans des programmes normés comme celui des GNF, je ne pense pas que le député comprend très bien de quoi il parle, Madame la Présidente. Complémentaire. Madame la Présidente, on dit, le ministre prétend là, qu'on fait le bilan de Santé Québec. Non, non. C'est son bilan qu'on fait. Là. On est ici pour le questionner, lui. C'est à lui de répondre aux questions. C'est son bilan. C'est lui, là, avec la loi 2. C'est ce gouvernement-là qui fait en sorte qu'il y ait des dizaines et des dizaines de GMF qui ferment, que des milliers de patients qui se retrouvent sans leur médecin. Est-ce qu'il va, une fois pour toutes, accepter de faire la bonne affaire, retirer la loi 2 pour qu'on puisse avancer puis que des milliers de patients au Québec arrêtent d'avoir peur de perdre leur médecin? La réponse du ministre. Bien vu, Madame la Présidente, là, que la question a changé quand j'ai dit qu'on parlait des cadres. Puis je veux rappeler, Madame la Présidente, une chose qui est importante, puis je pense que tous les membres ici de l'Assemblée doivent s'en souvenir. Quand il manquait de cadres dans un CHSLD, puis qu'il n'y avait pas personne de responsable pendant la COVID, on sait tous ce qui est arrivé. On sait tous ce qui est arrivé. Jamais, Madame la Présidente, on doit revivre cette situation-là. Et si on a maintenant placé des cadres dans chacun de nos installations, comme les CHSLD, Madame la Présidente, j'espère que l'opposition n'est pas en train de nous le reprocher, parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour protéger nos gens vulnérables. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, après une année marquée en éducation par des coupures surprises et des plafonds d'embauche qui ont déjà privé des milliers d'enfants de services spécialisés essentiels, voici qu'on a appris la semaine dernière que des écoles évitent de faire appel à des enseignants qualifiés à la retraite lorsqu'ils ont besoin de remplaçants. On parle ici de personnel expérimenté, qualifié, immédiatement disponible, qui lève la main pour des remplacements. Les retraités qualifiés sont mis en bas de la liste, derrière des enseignants non légalement qualifiés qui ont peu ou pas d'expérience. Pourquoi? Parce que les directions d'école subissent encore les contre-coups de l'instabilité budgétaire qui est imposée par la CAQ. Découragés, il y en a qui mettent le frein, de peur que le financement de Québec ne suive pas pour rembourser les salaires. Dans un réseau qui est déjà fragilisé par les coupures, la surcharge du personnel et l'instabilité, est-ce que la ministre trouve ça normal qu'il y ait des enfants qui sont privés d'enseignants qualifiés dans les classes? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui, mais merci, Madame la Présidente. Effectivement, la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de l'éducation est un enjeu qui est fort préoccupant et auquel on doit s'attarder. D'ailleurs, c'est pour ça, Madame la Présidente, qu'on a mis en place, là, depuis qu'on est au gouvernement, plusieurs mesures, des mesures de rétention pour les enseignants, des mesures d'attraction pour s'assurer que de nouveaux enseignants s'en vont dans les programmes d'enseignement. On a permis, dans les tolérances d'engagement, Madame la Présidente, d'avoir ce qu'on appelle des enseignants non légalement qualifiés, mais il faut faire une différence entre une qualification et une compétence. Ces gens-là sont compétents, ont des compétences pour être devant les classes. Et oui, on doit continuer à travailler, parce que ma collègue a raison, on doit être capable de s'assurer d'avoir dans nos classes des enseignants pour chacune des classes qui sont là et des gens qui sont capables de venir éduquer nos enfants tels qu'ils le soient. Donc, on a mis plusieurs choses en place. La mesure pour les enseignants retraités en fait partie. On a mis aussi dans les conventions collectives d'autres mesures. On va continuer, Madame la Présidente, à faire un suivi très rigoureux de toutes ces mesures et de s'assurer que dans chaque classe, il y a, pour nos élèves, à la prochaine rentrée scolaire, des enseignants
qui sont là pour les éduquer adéquatement, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, je ne blâme pas les enseignants non légalement qualifiés. Eux-mêmes, ils font leur possible. Mais vous conviendrez avec moi que dans certains cas, on a des enseignants d'éducation physique qui sont choisis pour faire des remplacements dans une classe de français avant des enseignants retraités qui eux-mêmes étaient profs de français avant de prendre leur retraite. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi que c'est un peu incohérent ici. Ce que je demande à la ministre, c'est de s'assurer que ces profs-là, qui ont la compétence, qui sont qualifiés, puissent être choisis avant des enseignants non légalement qualifiés et de faire en sorte que l'incohérence qu'on voit dans le réseau soit levée. Est-ce qu'elle va le faire? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je le disais, la question de la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation et de s'assurer qu'on a les enseignants compétents pour chacune des classes est une priorité. On va continuer, Madame la Présidente, à faire un suivi serré des mesures qui ont été mises en place et de s'assurer qu'au bon moment, on prend les meilleures décisions possibles, mais tout ça pour l'intérêt de nos enfants. Et cela met fin à cette période de questions et de réponses orales.